On est à l'heure sur Easy. Ouais, c'est bien, c'est la sirène de la ville qui nous informe. Il est midi, voilà. Très à l'heure. Ça se trouve, elle va faire le loup en plus. Hein. Ouais, fais le loup, écoute la sirène. Ah non, non, non. Alors bonjour aux premières personnes qui nous rejoignent, on va attendre d'être un tout petit peu plus nombreux pour commencer ce live. Merci aux premières personnes qui arrivent. Ça va démarrer, un tout petit peu de patience. Et désolé pour la sonnerie si vous l'entendez, c'est qu'on est mercredi midi et c'est le premier mercredi du mois, donc on entend les sirènes. Ça va aider. Mais ça la fait pas chanter. D'habitude ça peut les faire chanter un peu. Hello. Non, tu dis rien? Ouais, elle est stoïque. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce Facebook Live. Donc comme tous les mercredis midi, nous sommes en live avec le docteur Tardif, qui est vétérinaire comportementaliste et rédacteur pour One-Ease. Bonjour docteur Tardif, merci d'être avec nous. Merci à vous qui suivez ce live encore une fois aujourd'hui. Alors le thème du jour pour ce Facebook Live, c'est le bien-être du chien. Donc on va parler des besoins du chien, de ses besoins sociaux, de ses besoins en activité, on va parler de sport, voilà, tout ce qui permet au chien d'être bien dans ses pattes. Donc bien sûr, comme chaque semaine, posez toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous au sujet du bien-être du chien et le docteur Tardif y répondra, toujours avec le plus grand plaisir, comme chaque semaine, et le plus grand enthousiasme. Donc pour parler du bien-être du chien, on va commencer par parler de ses besoins. Et pour ce faire, alors évidemment les besoins du chien c'est quoi? D'abord il y a se nourrir, mais il n'y a pas que ça. Quels sont les autres besoins du chien pour que le chien soit bien dans ses pattes? Le chien c'est une espèce qui est sociale déjà d'une part. Donc social ça veut dire qu'il forme des groupes. Donc c'est un animal qui va exprimer ce qu'on appelle les besoins sociaux tout simplement, le besoin de contact, d'interaction avec d'autres individus. Ça va être d'une part avec des membres de sa propre espèce, mais aussi avec des humains. Le chien est réputé pour être adapté justement à aller communiquer avec plein d'autres espèces, notamment l'humain, c'est pas pour rien qu'on l'a domestiqué. Et d'autre part, le chien dans la nature c'est un trotteur, c'est un animal qui est fait pour être endurant. Et il a besoin donc de beaucoup d'exercices, de dépenser toute cette énergie en fait. Dans la nature, il peut parfois trotter pendant plusieurs heures au cours de chaque journée. Donc à la maison, ça va se traduire majoritairement ces deux gros besoins de contacts sociaux, le chien est un animal qui déteste rester seul, et des besoins d'activité aussi très importants. En plus, naturellement, des besoins naturels comme s'alimenter ou faire ses besoins. Mais alors souvent, quand on a un jardin, le souci c'est qu'on se dit, voilà, j'ai un jardin, je sors mon chien que dans mon jardin et éventuellement, une fois par semaine, je l'emmène en forêt. Comme c'est le cas de Stéphanie qui a un malinois qu'elle promène en forêt donc qu'une fois par semaine, mais le reste du temps, il est dans son jardin. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire ou pas? C'est malheureusement souvent le cas parce que on a des modes de vie qui fait qu'on n'est pas forcément trop dispo la semaine, mais non, c'est malheureusement pas suffisant parce que techniquement le chien il est capable de courir plusieurs heures par jour, donc ça correspond à son besoin d'activité. Il faudrait pouvoir le promener, comme elle dit, 2 heures, mais tous les jours pratiquement. Le faire juste le week-end et laisser l'accès au jardin ne permet pas au chien de dépenser son énergie correctement. Il a besoin d'explorer, de découvrir de nouveaux territoires et aussi de courir à travers de grands espaces que dans le jardin, souvent il connaît l'espace par cœur et ne peut pas libérer son activité et son énergie comme il le souhaite. Oui, parce qu'en fait, souvent on pense qu'avoir un chien et le sortir, c'est juste le sortir pour faire ses besoins, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. C'est un mélange. C'est quoi la promenade idéale en fait du chien? C'est un mélange. La promenade idéale du chien, effectivement, ça va être celle où il va pouvoir, d'une part, dépenser suffisamment d'énergie, mais ça peut être variable d'un chien à l'autre, et ça va être aussi une promenade qui va être stimulante au niveau intellectuel. Parce que il y a effectivement l'énergie physique, le besoin vraiment de faire du sport, mais il y a une stimulation intellectuelle aussi qui va être recherchée par le chien à l'extérieur, donc ça va être la recherche des odeurs, et ça va être aller rencontrer d'autres compagnons canins, par exemple, enfin tout ce qui va stimuler son intérêt social, justement. Alors on a justement Noémie qui nous pose une question pour son frère. Son frère va bientôt avoir un berger allemand. Il vit en appartement, un grand appartement, elle précise. Combien de fois par jour il faut le sortir et surtout combien d'heures doit-il le promener? Alors, combien de fois par jour, ça on peut répartir en fonction. On va parler en nombre d'heures, effectivement, c'est intéressant. Ouais, un berger allemand, on dit en moyenne, en général, 1 heure, 2 heures. C'est une durée à peu près raisonnable, donc par jour, effectivement.
On peut faire plus, naturellement, des animaux qui passent beaucoup de temps dehors, on peut sans problème faire 2 heures de balade le matin, 2 heures le soir. Donc après ça, c'est le chien qui va poser la limite justement. Donc là, on parle d'un berger allemand, ce sont des chiens qui sont en général assez sportifs, mais de temps en temps, on peut avoir des animaux qui n'aiment pas trop l'activité ou qui n'ont pas forcément des besoins très très élevés. Ça dépend aussi des races, puis naturellement de la taille du chien. Ben dans ce cas-là, c'est le chien qui fait la limite en fait, tout simplement. C'est-à-dire si vous voyez qu'il est fatigué, c'est pas la peine de le faire forcer, effectivement. Et après, le nombre de sorties, il faut essayer de répartir ça sur la journée pour que ce soit assez régulier pour qu'il puisse faire ses besoins correctement. Il faut garder l'idée que 4 sorties par jour, ça fait un pipi toutes les 6 heures. Donc déjà, bon, le chien peut se retenir, mais il faut essayer quand même de le faire régulièrement. Mais après, c'est vraiment la quantité d'activité qu'il va avoir au cours de la balade. Donc si vous faites plusieurs fois 15 minutes pour faire les besoins et puis que vous faites une grosse balade pour faire la dépense, courir et la rencontre avec les autres chiens, c'est un bon format. Il y a plusieurs solutions possibles. Mais alors du coup, docteur Tardif, est-ce qu'il vaut mieux faire une longue activité avec son chien, donc par exemple 2 heures de promenade dans la journée, ou alors plusieurs fois des petites sorties de 10 minutes Moi, j'aurais tendance à dire les deux. En fait, ce qui est bien, effectivement, c'est d'avoir une activité qui peut être variable. Donc de temps en temps faire des petites activités et puis de temps en temps réserver un moment dans la journée pour une balade qui va être un peu plus longue et dans laquelle le chien se dépensera plus. Par exemple, une balade où vous allez pouvoir accéder à un parc où vous pourrez le lâcher éventuellement. Et avec les chiots, docteur Tardif, il vaut mieux faire plusieurs petites balades pour leur apprendre à faire pipi. Alors là, du coup, la difficulté avec le chiot, j'en vois deux. D'une part, il y a le fait que, comme nous, effectivement, au début, ils ont plus de mal à se retenir, et donc ça va être intéressant de le promener très régulièrement pour qu'il puisse s'exécuter, parce que ça va être le réveil, et après les repas principalement, les moments où ils vont avoir envie et où ça va être pertinent de faire une petite balade. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de faire trop long, 5, 10, 15 minutes parfois suffisent pour qu'ils puissent exécuter, qu'on puisse lui apprendre. En plus, ça va être le moment où on va travailler l'éducation. Et puis d'autre part, après sur la dépense énergétique, un chiot, ça dépend encore une fois de la race. Hein, des chiots qui grandissent vite et qui se retrouvent avec de hauts besoins assez vite, mais un chiot, ça a moins de besoins qu'un adulte. Ça a moins de besoins de dépenses énergétiques. Donc effectivement, il faut faire des balades un peu plus courtes. Et puis, oui, d'ailleurs, sur certaines races, il ne faut pas non plus trop forcer. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Très bonne remarque. Il y a une limite en fonction de la race. Et ça dépend du gabarit du chien, mais ça va dépendre de sa croissance. Ça va dépendre aussi des aspects de santé. Par exemple, les chiens un petit peu tassés, qui vont avoir un squelette un peu plus fragile, il faut faire un peu attention. Tous les problèmes génétiques, comme les dysplasies de hanches chez les bergers allemands, chez les labradors, voilà. Toutes ces choses-là, pendant la croissance du chien, ça peut être délicat effectivement de faire forcer sur des exercices trop violents. Donc, il vaut mieux dans ce cas-là faire plusieurs petits exercices un peu plus courts et un peu moins intenses. Donc de toute façon, en fonction de votre chien, vous pouvez demander à votre éleveur, au refuge où vous l'avez acheté ou adopté, et puis à votre vétérinaire également ce qu'il en pense. Voilà, c'est très variable d'un animal à l'autre. Il y a plus de 400 races de chiens, donc vous donnez un conseil spécifique pour un chardonnay, si vous avez un chihuahua et si vous avez un dog allemand, ça ne va pas être du tout la même façon de gérer. Et même en fonction de chaque race, il peut y avoir des variations. Donc pas hésiter effectivement à se référer à des conseils de professionnels si jamais vous avez des doutes, et après s'adapter en fonction du cas du chien que vous avez. On a une question de Cécile. Elle fait à manger à son papillon de la nourriture maison sans sel. Il n'aime pas les croquettes. Elle le sort 2 fois par jour. Donc des fois une promenade de 1 heure à 2 heures, selon la demande du chien. Et elle a un jardin en plus. Est-ce que c'est trop long, elle demande? Après, voilà. Pour moi, c'est difficile d'aller trop long, de dire si c'est trop long, parce que la plupart des chiens peuvent largement courir plus de 2 heures sans aucun problème. Donc ça va être à déterminer en fonction du chien. Si vous voyez qu'à la fin il est fatigué, essoufflé, voire même qu'il peut y avoir des problèmes de boiterie qui apparaissent, parce que il peut commencer à avoir mal au coussinet ou même aux hanches si c'est un vieux toutou. Voilà, il est jeune, il a 2 mois, donc ça va pas être encore de l'arthrose. Non, on ne sait pas. Non, 2 mois, pardon, excuse-moi, je confondais avec remarque. Mais il faut effectivement pas trop lui faire forcer. Mais bon, à titre d'exemple, moi ma chienne c'est un épagnol papillon et je la promène largement 1 ou 2 heures par jour. Le fait qu'elle ait accès à un jardin ne va pas influer sur l'exercice. C'est ça qu'il faut retenir. Le fait d'être dans le jardin, mais seul par exemple, c'est pas une dépense énergétique. En gros, il ne faut pas essayer de mélanger la présence dans le jardin et les balades.
faut lui apporter son besoin de balade, d'activité, et à côté de ça, après, quand il est chez vous, vous pouvez lui laisser l'accès au jardin ou à l'intérieur de domicile, mais ça ne donne pas de l'activité en plus. Mais quand il pleut, les choses se compliquent et c'est le cas pour Sabine qui a un dog de Bordeaux qui a 2 mois et demi, il refuse de sortir quand il pleut, donc il refuse même de suivre son autre dog de Bordeaux qui lui a 3 ans et qui sort sans problème. Comment faire pour qu'elle accepte de sortir? C'était lui le chien de... Oui. C'est un peu comme Dala, effectivement. D'ailleurs, on a une autre spécialiste là qui n'aime pas trop la pluie, Malinka, un petit labrador, donc c'est pas forcément d'ailleurs dépendant de la taille. Hein. Les gros aussi peuvent ne pas aimer l'eau, ça arrive de temps en temps. Il y a des caractères. Et c'est ce que j'ai dit. Bon, le premier critère, effectivement, c'est la taille du chien. En général, plus les gros, plus ils demandent des exercices. Mais après, il y a des tempéraments de race, même s'il y a des variations individuelles. Par exemple, les gros chiens type dog de Bordeaux, justement, assez placides, les montagnes, des trucs comme ça, de temps en temps, la balade, au bout de 10 minutes, ils font demi-tour d'eux-mêmes. Bon, dans ce cas-là, suivez votre chien. Si vous voyez que de toute façon, il n'a pas d'intérêt et qu'il n'est pas très stimulé par la promenade, qu'il préfère être à la maison, par exemple, jouer en interagissant avec vous, là, ça devient pertinent. Vous pouvez donner l'activité à votre chien dans le jardin. Il n'y a pas forcément besoin d'emmener à l'extérieur, si jamais l'activité, il la trouve avec vous. Ou même en intérieur d'ailleurs. Même en on intérieur. peut jouer en intérieur. Selon la place que vous avez. C'est sûr qu'un dog de Bordeaux, bon, ça peut être un petit peu la tornade dans le salon. Voilà. Mais quelles activités on peut faire chez soi ou dans son jardin avec un chien comme jeu? Il y a des jeux de recherche de nourriture, par exemple. Et même l'éducation. L'éducation stimule l'intellect du chien et le fatigue aussi, n'est-ce pas? On va travailler 2 aspects principaux qui vont être, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dépense d'énergie d'une part et la stimulation intellectuelle. Assez souvent, les chiens qui ne se dépensent pas trop en termes d'énergie de sport vont rechercher de la stimulation intellectuelle. Donc ça va être effectivement des jeux de recherche ou des exercices, hein, n'importe quel apprentissage que vous faites avec votre chien, donc tout ce qui va être éducation canine, va être extrêmement stimulant pour lui. Vous allez voir qu'il va réclamer ces exercices quotidiens avec les récompenses qui vont avec, ça va être un moment très agréable pour lui. J'avais lu il y a quelques temps que 20 minutes d'activité intellectuelle étaient aussi fatigantes pour un chien qu'une grande balade. Il leur faut 2-3 heures pour récupérer sur un exercice d'apprentissage de 15-20 minutes. Et 15-20 minutes, c'est vraiment le maximum de concentration que vous allez pouvoir obtenir avec un chat. Au bout de 20 minutes, de toute façon, il n'est plus capable d'écouter les instructions de réaliser des apprentissages parce que le cerveau, il est en surchauffe. Donc ça consomme de l'énergie aussi d'ailleurs. Hein. Effectivement, le chien est fatigué, mais c'est une fatigue qui est assez bonne pour lui. Il va bien dormir derrière, même si ce n'est pas une fatigue musculaire. Et quand le chien n'a pas assez de dépenses à la fois physiques et intellectuelles, est-ce que ça a des conséquences? Eh bien malheureusement oui, et c'est souvent les conséquences qu'on voit arriver en consultation comportement parce que le chien manifeste le problème de bien des manières différentes. Ça peut être de l'agressivité, ça peut être de la malpropreté, ça peut être ce qu'on appelle couramment de l'hyperactivité aussi. Mais c'est des manifestations liées à la frustration du chien. Effectivement, comme il n'arrive pas à exprimer ses besoins, il les exprime d'une autre manière en fait, ça jaillit d'une autre manière. Donc ça va être souvent des comportements indésirables. Et donc de la destruction, des aboiements, etc. Oui, des vocalises, détruire les objets. Le chien cherche à s'occuper et à se dépenser en même temps. Et ce qui du coup, il le fait de lui-même dans les espaces qu'on lui propose. Donc ça peut être parfois dévastateur. Ouais. Et donc il arrive que ces problèmes de comportement qu'on peut associer à, je ne sais pas moi, de l'agressivité, en fait se règlent si le chien a suffisamment de dépenses physiques et intellectuelles, c'est ça? Ce que vous venez de dire là, c'est la démarche qu'il faut avoir en tête quand vous vous mettez dans une thérapie comportementale. C'est extrêmement important. Si vous cherchez à corriger les symptômes, à corriger le comportement, souvent on focalise sur les symptômes et on ignore le reste. C'est tout l'intérêt de la consultation comportement que d'aller faire un état des lieux complet, d'aller chercher un petit peu l'origine. Et là, en l'occurrence, effectivement, l'origine, c'est la frustration, le manque d'activité du chien. Très, très, très souvent, les consultations comportement, le diagnostic final, ça va être inadéquation entre les besoins et le mode de vie de l'animal. Et donc la thérapie, ça va être de corriger ça. Vous apportez les besoins fondamentaux de votre chien, vous lui donnez son besoin d'activité et son besoin de stimulation intellectuelle, et les comportements indésirables disparaissent d'eux-mêmes, tout simplement, parce que le chien n'a plus besoin d'exprimer sa frustration et accessoirement on n'est plus en mal-être. Effectivement, il y a vraiment une histoire de bien-être derrière, le chien se sent mieux et les conséquences négatives disparaissent parce qu'on a traité la cause en amont.
d'autant plus que les bêtises souvent sont dues à l'ennui. Les chiens en fait passent tellement de temps à attendre le retour de leur maître toute la journée qu'ils s'ennuient, d'où l'importance de sortir un bon moment son chien avant de partir et puis en rentrant aussi, et si possible à la mi-journée. Pauline nous pose une question sur son épagnols breton, elle demande quel exercice d'intérieur faire avec lui. Tous les jeux intellectuels. En intérieur, ça va être difficile effectivement de lui donner des exercices physiques comme courir derrière la balle ou des choses comme ça. Mais tous les jeux intellectuels, ça va être très intéressant. Donc, vous avez par exemple tous les plateaux d'activités, 4 activités là en chat, mais les funboards, voilà en chien, pardon. C'est tous les plateaux, vous savez, qui ressemblent à des labyrinthes, des gamelles labyrinthes, ou alors chez les chiens, il y en a. C'est en train d'être développé et il y a certainement d'autres robots ou inventions qui vont sortir derrière avec des petits clapets, des systèmes de tiroirs. Tout ça stimule l'intellect du chien. Voilà. Et d'autres qui vont certainement encore être produits. On n'est qu'au début, ça fait quelques années seulement que ça existe. Donc tout ça, effectivement, ça va être très intéressant parce que ça fait travailler la cognition du chien. Et c'est un exercice intellectuel souvent qu'ils vont rechercher, qu'ils vont leur faire et qui les occupe énormément. Et quelques petites astuces aussi, vous pouvez tout simplement répartir plein de petites friandises partout chez vous, laissez votre chien les chercher, ça va l'occuper. Vous pouvez, si vous avez besoin d'un jouet économique, vous prenez une bouteille en plastique, vous la percez, vous faites des trous dedans. Le Pipolino fait maison. Voilà, vous mettez des friandises dedans et vous laissez votre chien se débrouiller pour faire sortir les friandises. Vous pouvez cacher des friandises aussi sous des gobelets et jouer comme un tour de magie. En fait, votre chien doit trouver où se trouve la friandise, sous quel gobelet. Il y a plein de petites astuces comme ça qui coûtent rien du tout et qui permettent à votre chien de s'occuper. C'est marrant parce que justement, tout à l'heure, je regardais, vous trouverez plein de vidéos sur YouTube sur ce sujet, en allant regarder justement Dog Activity ou Dog Cognition. Et vous allez trouver des gens qui montrent comment faire des jeux de cache-cache avec son chien. Vous pouvez vous cacher vous-même aussi. Cacher les croquettes ou bien cacher des balles, des jouets, tout ce qui va générer l'intérêt de recherche et l'instinct de recherche du chien. Après, le truc, c'est qu'il y a des chiens qui sont tellement efficaces qu'en fait, ils arrivent trop vite à résoudre les problèmes. Il faut leur trouver des problèmes plus compliqués derrière à leur présenter pour faire durer le jeu. Donc, mais il y a plein de jouets qui existent, en tout cas sur le marché, c'est facile de trouver différents niveaux d'activité et de difficulté. Qu'est-ce qui va vous plaire à vous et votre chien? Parce que le chien réagit énormément par rapport à votre réponse aussi. Si vous êtes très enjoué dans le jeu, vous allez voir la réponse de votre chien d'autant plus enjouée. Alors on a parlé, docteur Tardif, des activités d'intérieur, maintenant on va parler des activités d'extérieur. Alors évidemment il y a la balade qu'on peut aussi appeler cani-marche, on a l'agility. Alors qu'est-ce que c'est l'agility, docteur Tardif? L'agility, c'est un sport d'aventure canin en fait où le chien doit parcourir des petites épreuves. Donc ça va être par exemple un petit pont, une petite passerelle, un tunnel. C'est un parcours d'obstacles. Exactement, un parcours d'obstacles, dit simplement. Et un parcours d'obstacles guidé avec son propriétaire qui souvent fait le parcours juste devant et avec des récompenses derrière. C'est extrêmement stimulant pour le chien et une très bonne dépense d'énergie. On a également l'obé-rythmé que vous pouvez faire en extérieur ou en intérieur. L'obé-rythmé, en fait, c'est de la danse avec son chien. Vous lui apprenez à passer entre vos jambes, à sauter par-dessus vous. Voilà, c'est tout un tas de petits tours qui permettent au final de faire une chorégraphie sur de la musique. Et voilà, c'est très sympa. Ça peut se faire en intérieur comme en extérieur. Nous avons quoi aussi? Nous avons le cani-VTT qui consiste à faire du vélo avec son chien qui tracte le vélo, donc c'est plutôt fait pour les chiens de grande taille qui puissent tracter, donc ski, labrador, tout ça. Évidemment dans le respect de l'animal, hein, l'idée c'est pas de le faire tirer jusqu'à l'épuisement. Dans le même style, on a la cani-trottinette, pareil, le chien court devant la trottinette. Et puis bien sûr, on a le canicross. Et alors ça, le canicross, c'est super à la mode parce que en ce moment, tout le monde a envie de courir, le printemps arrive, on a envie de se remettre au jogging. Et la canicourse ou le canicross, c'est l'activité à faire au printemps et au début de l'été quand il ne fait pas trop chaud avec son chien. C'est le top, ça permet de renforcer la complicité avec votre chien, ça permet d'avoir un moment de partage et de dépense à la fois physique et intellectuelle, de décompresser. Votre chien décompresse toute la semaine, tout ce qu'il a engorgé pendant la semaine de stress, d'attente, de frustration, il dépense tout. Vous aussi, votre travail, tout ça, vous mettez de côté et vous allez courir avec votre chien en pleine nature, c'est le top. Est-ce que vous courez avec votre chien, docteur Tardif? Alors moi, je suis pas très court, mais de toute façon, je n'ai pas de chien. En soi, moi, j'irais faire des marches, parce que le canicross se fait aussi à la marche, hein, c'est exactement le même équipement.
On n'est pas forcément obligé de courir pour tous ceux que ça rebute un peu comme moi. L'avantage énorme de cette activité, c'est que vous n'avez pas besoin d'énormément de matériel, contrairement, on parlait tout à l'heure de trottinettes ou de trucs ou d'agility, il faut des parcs et tout ça. Voilà, l'avantage, c'est que vous avez juste à avoir votre chien et une attache, le harnais, et puis vous pouvez partir courir. Un harnais quand même adapté. Alors oui, c'est des harnais spéciaux. Idéalement, une laisse à amortisseur, voilà. mais c'est pas non plus nécessaire. Et puis en plus, le canicross peut se pratiquer avec presque tous les chiens. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand chien. Même les petits peuvent le faire. Voilà, il n'y a pas de... tant que le chien est en bonne santé, pas trop âgé, qu'il n'agonise pas pendant qu'il court, il n'y a pas de souci. La limite, c'est ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux jeunes. Effectivement, il ne faut pas qu'ils forcent trop. Donc, faut pas les empêcher de faire des exercices. Hein. Souvent, on donne des instructions, pas d'exercice violent avant tel âge. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils ne fassent pas d'exercice. Ça veut dire pas d'exercice violent. C'est-à-dire qu'il faut les arrêter. Parce que, truc très important à savoir sur le sport du chien, le chien a tendance à aller dans son exercice jusqu'à l'évanouissement. Hein. Il n'est pas capable, malheureusement, avec l'excitation et la joie que ça lui procure, de se donner lui-même l'ordre d'arrêter quand il est épuisé ou quand il est essoufflé. Donc, et notamment les jeunes qui vont trop forcer sur leurs articulations et avoir mal derrière. Donc ça, c'est une des limites, mais c'est pratiquement la seule. Et puis il faut y aller aussi au fur et à mesure. Hein. Évidemment, on ne va pas faire un marathon avec son chien qui n'a jamais couru. Oui, l'étape d'entraînement, c'est valable pour nous aussi d'ailleurs. Hein. On ne commence pas tout de suite par le marathon de 6 km en courant comme un sprint. Hein. Comme pour nous. Et alors, Docteur Tardif, figurez-vous, et vous aussi, chers internautes, que le 25 mars, eh bien, c'est votre chien qui vous sort. Qu'est-ce qui se passe le 25 mars, Docteur Tardif? La Wamiz Run. La Wamiz Run. Alors, qu'est-ce que c'est la Wamiz Run? C'est un événement absolument incontournable pour tous les passionnés de chiens et de sport. Franchement, c'est un truc de ouf. On l'a fait l'année dernière, on a adoré, tout le monde a adoré. C'était un très très bon moment de partage et de complicité avec... Combien de chiens? Alors cette année, on attend au moins 500 chiens, donc 500 chiens réunis au bois de Vincennes. Ouais, je peux vous dire que ça va... au même endroit, ça va déménager. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, le 25 mars, c'est au bois de Vincennes. Au programme, alors le matin, une cani-course de 6 km. Donc, c'est une épreuve officielle organisée en partenariat avec la Société Centrale Canine. Donc, vous courez avec votre chien, il faut un matériel spécifique. Voilà. Il y a les sportifs du milieu, hein, ceux qui ont fait leur discipline. Absolument, c'est une vraie course. Et l'après-midi, c'est une cani-marche de 4 km, plus cool. Vous pouvez courir ou marcher comme vous voulez. Donc toujours en compagnie de votre chien. Alors, un petit point sur les tarifs si ça vous intéresse. Le canicross du matin, c'est 24 € plus 2 € pour avoir une licence à la journée. Comme c'est une épreuve officielle, il vous faut une licence. Et l'après-midi, c'est une course de 22 €. Sachant que la cani-marche de l'après-midi à 22 €, c'est une cani-marche solidaire. Pourquoi solidaire? Parce que 8 € sont reversés à l'association Chien Guide Paris par binôme. Donc c'est quand même chouette de courir aussi pour la bonne cause, pour que des chiens puissent être formés pour ensuite aider des personnes déficientes visuelles. Mais voilà, la Wamiz Run, c'est surtout un moment de partage, de convivialité, de complicité avec votre toutou. Voilà, c'est vraiment que du bonheur pour vous et pour vos chiens. Il y aura beaucoup de chiens célèbres, MJ the Beagle, Malcolm the Akita, Lewis the Funny Dog et bien d'autres. Donc on vous attend nombreux sur la Wamiz Run, mais par contre il faut vous dépêcher parce que les inscriptions se clôturent le 10 mars, donc il vous reste que 3 jours. Vous avez toutes les informations et les inscriptions sur le site wamiz.run, donc ne tardez pas si ça vous intéresse. Et un petit mot là-dessus d'ailleurs, Docteur Tardif, l'intérêt, pourquoi aller à la Wamiz Run? L'intérêt, on l'a évoqué au tout début du live, il y en a deux principaux. L'intérêt premier, ça va être de réaliser un bon moment de partage. C'est une énorme rencontre. Il y aura plein de chiens qui seront présents. Donc c'est une formidable occasion pour votre chien, pour rencontrer plein de nouvelles odeurs, plein de nouvelles stimulations, de réaliser des apprentissages sociaux, etc. etc. Donc c'est vraiment la balade collective idéale. Et la deuxième étape, ça va être de vous proposer de découvrir une nouvelle discipline pour dépenser l'énergie de votre chien et la vôtre aussi au passage, puisque c'est une discipline qui est partagée. Donc de faire cet exercice-là dans ce cadre-là convivial où on vous montrera comment faire, sera accompagné, il y aura des professionnels sur place pour régler si jamais il y a des problèmes. Par exemple, si jamais votre chien se fait un petit bobo pendant la balade, je serai présent sur place au cas où il y a besoin d'intervenir.
Et ben, dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus convivial de le faire en groupe plutôt que de découvrir ça tout seul. Donc c'est une bonne occasion justement pour aller découvrir cette discipline qu'est le canicross. Absolument. Et puis il y aura tout au long de la journée aussi un village, un dog village avec beaucoup d'animations gratuites pour toute la famille, pour vous, pour votre chien et même pour les enfants. Donc par exemple on aura un stand de massage canin, de toilettage canin, un stand pour apprendre les premiers secours aussi. Voilà, avec tout un tas de choses à découvrir pour votre bien-être et celui de votre chien. Et même un stand de maquillage pour les enfants. Donc voilà, vous pouvez venir en famille et partager cette journée avec tous vos proches et vos toutous. On arrive à la fin de ce Facebook Live. Donc merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Merci également aux internautes d'Instagram parce qu'il ne faut pas les oublier, ils nous suivent aujourd'hui aussi pour la première fois. Donc coucou à tous les Whammies d'Instagram. Et puis Docteur Tardif, on se retrouve mercredi prochain. Oui, avec plaisir. De quoi on va parler mercredi prochain? On va parler du chat. Ouais. On va revenir sur les chats un peu. Voilà. Et puis en attendant, vous pouvez poser toutes vos questions au Docteur Tardif et à l'ensemble de la communauté Whammies dans la rubrique questions-réponses de Whammies. On y répondra avec le plus grand bonheur. Et puis à la semaine prochaine. Et en ce qui concerne la Whammies Run, n'oubliez pas de vous inscrire ou de vous renseigner sur le site whammies.run. À bientôt. À bientôt.